Bienvenue dans cette émission spéciale de Mon Ciné Balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Et on a quelque chose de vraiment spécial pour cette émission consacrée entièrement à l'arracheuse de temps. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ce magnifique film de Francis Leclerc. Mais qu'est-ce qu'on a au menu, mon cher Jean-François, pour nos auditeurs? Parce qu'on les gâte, là. Eh oui, on a eu... on s'est gâtés nous-mêmes aussi, Oui. je dirais. On a eu 5 entrevues pour le film avec des artisans du film. On a d'abord Francis Leclerc lui-même, le réalisateur et collaborateur au scénario. Ensuite, Jade Charbonneau, qui joue la jeune Bernadette dans les années 20. Et Michel Deslauriers qui joue la Bernadette des années 80. On a le jeune Oscar Desgagnés qui fait le jeune Fred Pellerin justement dans les années 80. Et finalement Geneviève Schmidt qui est Madame Gélina. Alors, on va s'entretenir tout au long de cet épisode-là avec ces personnes qu'on vient de vous mentionner. Et c'est quelque chose qu'on va essayer de faire ponctuellement, là, à l'occasion, lorsqu'on a accès à ces créateurs, artisans et comédiennes de films québécois. Donc, sans plus tarder, je pense qu'on peut laisser la parole à Francis. Une petite affaire, juste mentionner, les conversations sont comme sans spoiler, là. Elles divulgâchent rien. Mais je pense quand même que vous allez plus apprécier si vous voyez le film avant pour avoir des images en tête de ce dont on parle. Mais si vous avez besoin de plus d'infos pour vous convaincre d'aller voir le film, vous pouvez quand même écouter ce balado avant votre visionnement. Très bon point. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu le film, on espère que ça va vous donner encore plus le goût vraiment d'aller voir ce film-là parce qu'il faut encourager notre cinéma québécois, surtout quand c'est très bien fait, comme c'est le cas avec ce film-ci. C'est avec un immense bonheur et privilège que l'on reçoit Francis Leclerc dans mon ciné balado pour cet épisode spécial de l'arracheuse de temps. Bonjour Francis. Bonjour. Hey, merci d'être avec nous pour cet épisode-là. Très heureux de te recevoir. Ça fait plaisir. Dis-moi, on va en profiter parce que on enregistre évidemment le balado de la région de Québec, coin dont tu as vu le jour. Tu as débuté aussi ta carrière dans le coin. Donc, je me questionnais, je me posais, parce que je pense que le cinéma fait partie de toi depuis très longtemps. Tu as débuté jeune. Donc, est-ce que ça a toujours fait partie de ta vie jeune? Étais-tu un tripeux de cinéma? Oui. En fait, je pense que c'est à 16-17 ans que j'ai découvert que c'est ça que je voulais faire dans la vie. Donc, assez jeune, j'ai eu une caméra dans les mains. J'ai eu des crayons dans les mains, j'ai eu des appareils photo dans les mains, j'ai eu de la radio étudiante dans les mains, bon, si on peut dire ça. Mais je faisais à peu près tout à l'école, sauf aller à mes cours. Donc, les activités parascolaires étaient très importantes. Et à un moment donné, je pense à 19-20 ans, j'ai comme réalisé que le mélange de tout ce que j'aimais dans la vie, donc la BD, la radio, la photo, ça pouvait être le cinéma. Donc, moi, je pense que je suis juste allé à l'université pour avoir ma carte universitaire de l'Université Laval puis de pouvoir avoir accès à la vidéothèque. Et c'est là que j'ai tout vu. Okay. Même que je sortais les films en 16 mm, j'avais un projecteur dans ma chambre. Je changeais à bobine puis j'écoutais des films en 16 mm scratchés. Fait que mon éducation culturelle, et puis je le dis encore aujourd'hui, elle est essentiellement à 95% venue du cinéma. Donc, les films de guerre, ça vient du cinéma pour moi. J'ai pas lu de livre sur la guerre. N'importe quel conflit sur la planète, ça vient toujours d'une culture cinématographique en premier. Des drames historiques, ça vient du cinéma. Les films de Ken Loach, ça fait partie de ma vie. Les Tarkovsky, la réalité soviétique, tout le cinéma a fait de moi l'être rempli de culture cinématographique, mais c'est à peu près tout ce que j'ai, puis ça, puis les Nordiques de Québec. Fait que je connais 2 affaires dans la vie. C'est ça. Il y en a une plus utile que l'autre actuellement, là. Mm-hmm. Quoique, la vie des frères Stastny, ça ferait un bon film. Ça, c'est sûr. Mais après ça, dans l'industrie, toi, tu as commencé pas mal avec des courts-métrages puis des vidéoclips comme plusieurs, en fait. Comment ça s'est passé, faire ses dents avec ça? On est vraiment une génération de vidéoclips. On est beaucoup... moi, j'étais chez Soma en production mes premières années à Montréal, où je gagnais ma vie. Puis je croisais Alain Desrochers, Denis Villeneuve, André Turpin, Ricardo, Trogi, Stéphane Lapointe, Jean-François Rivard. Ça, c'est des gars de Québec en plus. Fait que nous, on a quand même fait le transfert en allant à Montréal, puis on a appris notre métier
en faisant plein de petits projets. Puis moi, j'ai fait beaucoup de vidéoclips, j'en ai fait une quarantaine peut-être. Puis ça a été mon école. Moi, j'ai étudié à Laval en cinéma, juste à temps qu'on me sacre à la porte. Donc, l'idée de tourner, pour moi, c'était très important. Je voulais être dans l'action, puis je voulais suivre un peu mes idoles de jeunesse qui étaient Yves Simoneau et François Girard, qui venaient de Québec et qui ont à peu près 10 ans de différence. Moi, je suis le plus jeune des trois. On dirait que je voulais suivre leur pas puis m'en aller à Montréal faire du cinéma. C'est ce qui est arrivé. As-tu un souvenir particulier lié à un clip qui te vient rapidement à l'esprit? Dans mes premières années de monde de vidéoclip, là, j'avais 22, 23 ans. Fait que très rapidement, j'ai fait à peu près 6 clips pour Kevin Parent. Puis la première fois que j'ai eu un succès, mettons, télévisuel, c'était le clip Seigneur. Et moi, bien naïvement, je commençais à faire des clips, puis j'avais décidé que ça allait se tourner sur 5 jours, puis qu'on allait faire Québec, Gaspésie, Montréal, puis qu'on allait faire comme un road trip, puis on était juste à peu près 8 dans l'équipe, puis on avait 2 minivans. Puis on dirait que je me suis rendu compte en le faisant que personne ne faisait ça. Donc, c'est devenu un petit film de 5 minutes 15 avec du son direct, puis un univers que je commençais à développer début vingtaine. Puis ça a été très formateur pour moi, cette époque-là de vidéoclip des années 90. Ah, tant mieux. Puis après ça, si on tombe dans ton premier long métrage, c'est bien Une jeune fille à la fenêtre. Oui. Puis, tu sais, c'est quoi un peu quand même une question assez ouverte, là, mais tu sais, tes souvenirs de la production, là, t'as un budget qui est, c'est peut-être pas aussi gros que celui de l'Arracheuse du temps, mais t'as tes premiers budgets, t'as peut-être des comptes à rendre, t'as un gros plateau. Oui. Avant ça, 2 ans avant, j'avais fait une adaptation d'une pièce de Robert Lepage qui était Les 7 branches de la rivière Otta. Donc, à 24 ans, j'embarquais là-dessus. Robert m'avait appelé parce qu'il avait vu mes courts-métrages à Spirafilm à Québec. Puis, il m'avait demandé d'adapter Les 7 branches de la rivière Otta. On rappelle ici à vos auditeurs que Les 7 branches de la rivière Otta, c'est 7 heures de stock. Puis, il m'avait dit adapte ça en 1 heure. C'était mon défi. Puis, c'est moi qui m'occupais du scénario aussi. Mais j'avais 1 an pour l'écrire, puis j'allais en tournée. J'ai été invité en tournée avec Ex Machina, sa compagnie, puis j'ai suivi les comédiens pendant 6 mois, en fait. J'étais allé en Allemagne, puis j'ai vu Les 7 branches de la rivière Otta, je ne sais pas combien de fois, mais des 7 heures de temps. Fait que j'ai écrit une adaptation avec Robert, qui supervisait en 3 voyages. Puis c'est là que j'ai commencé à entrer dans le monde professionnel en dehors des vidéoclips, puis d'une production qui était proche d'1 million de dollars pour faire 1 heure pour le canal Bravo à l'époque. Donc, Mais est-ce que c'était une captation sur scène ou non? Fait que tu recréais l'histoire à ta manière. On recréait, puis on a fait des décors, puis c'est sur Hiroshima, on parle du sida. C'est une grosse histoire qui se passe en Asie beaucoup, mais on avait les moyens de recréer 7 parties, 7 branches. Donc, c'était un peu comme 7 courts-métrages. Moi, je l'ai vu comme 7 courts-métrages, comme ça, je ne suis pas devenu fou. Parce qu'à ce moment-là, j'avais peut-être fait une 20-25 courts-métrages. Fait que je me voyais bien faire ce contrat-là. C'est ce qui m'a donné l'occasion après et la chance de faire un premier long-métrage. Parce que sans Robert et mon expérience sur Les 7 branches de la rivière Otta, je n'aurais pas fait mon premier long-métrage en bas de 30 ans. Je pense que cette expérience-là a prouvé que j'étais capable d'avoir sur mes épaules un projet plus ambitieux. Puis, Une jeune fille à la fenêtre, c'est un petit film dans le sens où c'est 2,4 millions, je pense, à l'époque, mais quand même, c'était un film en tournant en 35 mm puis 35 jours de tournage. Donc, c'était la première fois que j'étais confronté à un univers, à un de mes univers sur tes épaules, sur un format long-métrage québécois. Donc, ça a été 1999, l'an 2000, là, au tournant de tout ça, où j'ai fait mon premier film, en fait. Est-ce que tu étais stressé? Ou que tu vivais bien ça, la pression? Quand on est jeune, je pense qu'on ne pense pas à ça. Puis j'avais juste une fixation, c'était de vouloir faire mon premier film avant 30 ans parce que j'étais jaloux de Léos Carax qui avait fait son film à 25 ans. Okay. Et Orson Welles qui avait fait son film Citizen Kane à 25 ans. Fait que déjà, je me trouvais en retard de le faire à 29. C'est très prétentieux de penser ça à 29 ans, de se prendre pour Orson Welles ou Léos Carax. Fait que cette arrogance-là de jeune qui voulait faire du cinéma m'a aidé finalement, mais avec le recul, je me dis, mon Dieu, que j'étais confiant, ça n'avait pas d'allure. Mais j'aime le film pareil, puis je trouve pas que le film est arrogant et prétentieux, au contraire.
il fallait une espèce de désir si grand pour qu'on puisse passer à travers et faire un premier film. Là. C'est ça que ça prend. Est-ce que tu en as déjà parlé avec Xavier Dolan, lui, qui l'a fait quoi, à 18 ans, 19 ans à peu près? Ouais, ben là, je lui parle plus, lui, parce qu'il est trop bon d'avoir fait ça en bas de 20 ans. De la barre haute là, pour les prochains. Oui, exact. Non, mais en même temps, moi, j'ai de l'admiration pour n'importe quel jeune qui s'en fout des conventions, des règles, puis qui décide de faire des films. Puis des jeunes, puis des moins jeunes, mais ça vient souvent avec la jeunesse où il y a une naïveté, puis un désir de faire des affaires. Puis, ah ouais, il y a des règlements, mais je m'en calisse. Tu sais, moi, je trouve que c'est important qu'il y ait cette jeunesse-là qui fait en sorte que la culture bouge, puis qu'il y a des projets qui se font. C'est les meilleurs. Moi, je trouve que dans une équipe, les meilleurs moteurs, c'est les jeunes dans la vingtaine qui commencent, qui font partie aussi de mon équipe de l'arracheuse de temps. Où je trouve que c'est un mélange qui est très utile. Juste les jeunes comédiens, ils ont tellement à dire, ils ont tellement de talent, puis ils ont une naïveté de penser qu'ils sont invincibles. C'est une affaire qui part avec le temps. Quand tu as 50 ans comme moi, tu te sens pas invincible pendant tout. C'est important de s'entourer, je pense, de jeunes et moins jeunes pour réussir un film. Ben, ça fait un bon passage vers. Je sais pas, on va sauter mémoire affective, là. J'ai rien contre le film, c'est juste qu'on voulait parler avec Un été sans point ni coup sûr. Qui, Tu l'as mémoire affective, dans le fond, je le sais. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est parce qu'on est des amoureux de baseball C'est ça, et de exact. films de baseball. Bah, voyons, on y va. Puis, non, mais c'est parce qu'il y a un lien à faire avec l'arracheuse, c'est que c'était comme une des premières fois aussi que tu tournais avec majoritairement des enfants, des jeunes adolescents. Fait que comme tu as dit, est-ce que c'était difficile pour toi? Y a-tu une approche différente à ce moment-là? J'ai fait un été sans point de ça. Mon garçon, il avait genre 6-7 ans, puis j'avais l'impression que travailler avec des jeunes, c'était facile parce que j'avais un jeune garçon à la maison. Puis là, je savais c'était quoi un enfant. Moi, j'ai toujours été le plus jeune de ma famille. J'ai jamais eu de jeunes frères ou jeunes sœurs. Fait que je ne savais pas c'était quoi, moi, un enfant quand tu es enfant. À part tes amis, là, mais je veux dire, travailler avec des plus jeunes, c'était la première fois. C'était un été sans point de coup sûr à ce point-là. C'était juste des kids énervés. Puis j'ai passé l'été avec eux. Donc, Jean-Carl Boucher, Simon Pigeon, Pierre-Luc Funk, à ce jour, ce sont encore mes grands amis. Puis c'était mes amis, puis il y avait 12 ans, toute la gang. Fait que ça a été déterminant pour eux, mais pour moi aussi, que cet été-là, on le passe ensemble, puis qu'on fasse un film sur le baseball, un sujet que j'aime bien, mais qui n'occupe pas ma vie. Là. Je veux dire, j'aime le sport en général, mais pour moi, l'histoire père-fils était plus importante que le baseball en tant que tel. Mais d'une certaine manière, tu sais, la magie de l'amitié qu'eux se créent dans leur équipe de balle a vraiment réussi parce que c'est encore 3 bons amis, ceux qui font plusieurs projets ensemble, il me semble. Mais... Oui. Puis moi, je les vois souvent ensemble, les 3. On dirait qu'ils viennent en paquet de 3. Mais c'est comme des grands amis, puis ils n'arrêtent pas de le dire que c'est grâce à Un été sans point de coup sûr parce qu'ils ont découvert qu'ils avaient la même passion sur ce film-là. Puis ils font encore des films ensemble, puis ils ont leurs projets ensemble. Puis pour moi, c'est une amitié hyper particulière, mais tellement riche et importante. Je les ai vus encore la semaine passée. Fait que, tu sais, ben là, je fais la tournée avec Pierre-Luc. Puis en plus de retrouver Pierre-Luc dans l'arracheuse de temps, ben, c'est un cadeau. Là. C'est vraiment un grand plaisir dans ce moment. Dis-moi, ça a été long ensuite entre ce film-là et Pieds nus dans l'ombre. On sait que tu as quand même tourné pour la télévision, mais j'avais lu dans un entretien que tu trouvais quand même que le processus de financement et de faire un film, c'était quand même assez long et compliqué. Est-ce que c'est un peu ça qui t'a découragé de faire un autre film immédiatement ou tu voulais juste vivre autre chose avec la télévision peut-être? Ou, c'est un concours de circonstances. À un moment donné, tu t'es approché pour faire de la télé de qualité, dans le sens où tu fais de la télésérie quand même avec des bons moyens au Québec. Puis moi, j'ai toujours aimé me tremper dans des histoires qui ne me ressemblent pas en partant. Je pense que je suis un réalisateur qui aime ça, se frotter à des sujets différents, parce que les films qu'on vient de nommer, c'est pas tout le temps, ça n'a rien à voir les films d'un à l'autre. Fait que il y a peut-être des liens à faire, je ne sais pas moi qui vais y faire, mais dans le sens où c'est le fun de faire un film sur le baseball avec des kids, puis le film précédent, ben, c'est un film sur la mémoire avec un homme de 40 ans qui cherche qui il est. Puis c'est un film dramatique. Puis le film d'après, ben, j'adapte un roman de mon père, puis là, je fais un conte de Fred Pellerin, puis le prochain, ben, j'adapte Le Plongeur de Stéphane Larue, qui est complètement différent. Donc, pour moi, des univers différents me nourrissent plus que répéter sans cesse le même projet. La télévision m'a amené ça quand j'ai fait Apparence de Serge Boucher.
Et la même année, je faisais Les Rescapés. Ben, c'était une année extraordinaire où je faisais de la science-fiction, ou en tout cas des procédés empruntés au film fantastique. Puis en parallèle, je faisais un drame intimiste familial avec une disparition d'une sœur jumelle. Donc, moi, explorer l'être humain sous toutes ses formes, que ce soit une science-fiction, un drame ou un huis clos entre deux personnages, tant que l'histoire est bonne et que l'histoire me parle, je vais être tenté de la raconter. Donc, j'ai aimé la télévision beaucoup pour ça. J'en fais moins par choix maintenant. En même temps, j'ai beaucoup de bons souvenirs et puis il va en avoir encore, mais quand tu fais 3 ans de marche à l'ombre et en parallèle 3 ans des beaux malaises, ben, pour moi, je passais du drame à la comédie niaiseuse, niaiseuse avec tout mon respect. Là, dans la même année, de mois en mois, mon horaire était fou, mais en même temps, je me nourrissais d'univers que j'aurais jamais développé moi-même. C'est ça que je veux dire. En adaptant des choses à la télévision, ça m'a permis d'ouvrir peut-être un spectre plus large comme cinéaste. Donc, peut-être de mieux comprendre le cinéma aussi en faisant de la télévision. Puis je trouve qu'on fait de plus en plus du cinéma à la télévision au Québec. Et c'est très bien, en espérant que les budgets vont rester puis qu'on puisse encore le faire. Oui, puis après ça, tu es revenu en 2017 avec Pieds nus dans l'aube, comme tu as mentionné. Le fait que ce soit un roman de ton père, est-ce que l'idée venait de toi de commencer à travailler l'adaptation? C'est-tu une demande ou une commande, si on veut? Ben, c'est une commande de moi-même à 20 ans. Parce que là, on va reculer la cassette. Il n'y a pas de cassette, on est en 2021, mais quand j'étais à Spirofilm, puis je faisais des courts-métrages, puis je commençais à faire du vidéoclip. Donc, je faisais des films. À 20 ans, je m'étais dit, si jamais je fais du long-métrage, comme je voulais le faire avant 25 ans, comme on se Noël, je m'étais dit, un jour, je ferai bien un roman de mon père, puis je le ferai quand mon père, je le ferai à l'âge où mon père, a écrit le roman. OK. Donc, c'était à 40 ans. Donc, je me suis fait une promesse à moi-même à 20 ans en me disant, à 40, tu feras Pieds nus dans l'aube si tu deviens cinéaste. Puis c'est ça qui s'est passé. À 40 ans, le jour de ma fête, j'ai fait, hey boy, je suis en retard, il faut que je l'écrive. Fait que j'ai commencé à l'écrire à 40, il s'est développé à 41, 42, puis à 43, 44, on a attendu des subventions, puis à 45, 46, je l'ai fait. Fait qu'en gros, ben, je me suis tenu parole et je l'ai fait une fois, puis je pense pas que je vais le refaire jamais, dans le sens où c'est un projet dans ma vie sur la vie de mon père, puis il n'y aura jamais de suite, c'est pas intéressant. Puis je suis content de l'avoir fait, puis ça a été comme un passage obligé pour moi, mais en même temps très bénéfique. Des fois, je dis que c'est une grosse thérapie à 5,3 millions, mais ce qui est le fun, c'est que j'en ai fait bénéficier beaucoup de monde. Fait que c'est pas juste moi à qui ça fait du bien, j'espère. Donc, c'est comme ça que j'ai vu Pieds nus dans l'eau. D'ailleurs, c'est sur ce projet-là que a débuté ta collaboration avec Fred Pellerin. Pourquoi avoir pensé à lui à ce moment-là comme scénariste? À cause de la langue, à cause de facilité peut-être à écrire la langue française. Ben, je pense pas que c'est facile d'être adroit à ce point-là avec les mots, mais il y a quand même cette aisance-là, Fred. Puis je cherchais une couleur particulière. Puis moi, quand j'ai appelé Fred, j'ai dit j'aimerais ça que tu écrives les dialogues, mais que ça sonne pas comme du Fred Pellerin. Fait qu'il m'a trouvé bizarre, mais en même temps, il comprenait que je voulais qu'il joue avec la langue française. Puis je pense que Fred est un fils de Félix. Pour moi, c'est assez clair. Donc, à quelque part, j'ai trouvé un frère. Puis, il pouvait parler mon langage. Et lui, il écrit beaucoup mieux que moi. Donc, il est venu vraiment m'aider au dialogue, mais aussi à la structure du scénario. Puis, on l'a fait ensemble. Puis, pendant qu'on faisait Pieds nus dans l'aube, Fred m'a parlé de l'arracheuse de temps. Donc, tu sais, on fait rien pour rien. En 2010, je pense, j'ai fait Trotteur, un court-métrage fantastique, en fait, muet de 8 minutes, puis on a gagné le Jutra du meilleur court-métrage cette année-là, avec Arnaud Brisebois, qui est un directeur d'effets visuels maintenant, en fait, un directeur artistique d'effets visuels. C'est lui qui a fait l'arracheuse de temps. Donc, quand Fred vu Trotteur, avant même Pieds nus dans l'aube, il m'avait parlé de ce conte-là que j'avais réussi, selon lui, en 8 minutes. Fait que je l'ai intéressé à cause d'un court-métrage. Fait que quand j'ai parlé de Pieds nus dans l'aube, il savait qui j'étais, j'avais fait Trotteur, il avait aimé le film. Donc, tout est dans tout. Je pense que chaque petite affaire que tu fais va te servir plus tard. Puis moi, ça m'a servi à connaître Fred, à continuer à travailler avec Arnaud, qui a fait l'univers visuel de l'arracheuse de temps.
Donc, Fred, lui, il est très content que ce soit ces deux gars-là qui fabriquent le film, puis qui ont adapté son univers au grand écran, là. Donc, ça arrive cette année, puis c'est là que je suis rendu dans ma vie. Ben, c'est là aussi qu'on arrive dans cette portion d'entrevue. On va attaquer l'arracheuse de temps. Puis, si dans Pieds nus dans l'aube, c'est toi qui as demandé un coup de main à Fred Pellerin, là, cette fois-ci, tu agis en tant que collaborateur au scénario. C'est quoi la portion que toi, tu as apportée au récit? Comme on avait une belle expérience sur Pieds nus dans l'aube, de partage de scénario. Donc, moi, quand j'y ai donné le scénario, c'était 60 pages pas dialoguées de Pieds nus dans l'eau. Fait que lui, il a reçu ça, puis il rentre ses couleurs dedans. On a toujours procédé par couleur. Fait que lui, il écrivait en bleu poudre. Moi, je répondais en vert. J'y renvoyais. Puis dès qu'on était content d'une version, on noircit. Fait qu'on met tout en noir. Puis quand on se parle en orange ou en rose, il y a des raisons. Bref, on n'est pas daltonien, ça nous aide beaucoup. Puis on a des versions couleurées de nos scénarios. Et notre façon de travailler a continué sur l'arracheuse de temps où il m'envoyait son scénario dialogué et je rentrais dedans avec des couleurs. Puis quand j'étais en orange, je parlais à Fred. Quand j'étais en bleu, je parlais à moi. Puis on bâtissait un scénario par mail là, qu'on s'envoie continuellement de semaine en semaine. Fait qu'elle est là, ma collaboration. C'est pas que j'ai écrit directement, mais je lui suggérais fortement quelques scènes muettes, une autre structure, d'inverser des trucs. Donc, elle est là, la collaboration scénario, parce que je suis allé jouer dans la structure. Puis, en réécoutant le conte, peut-être j'avais un meilleur recul que lui pour visualiser, en fait. Puis, ce que je me rends compte, c'est que Fred n'est pas nécessairement un gars visuel du tout. Il a tout dans sa tête. Et il peut sortir 2h30 de conte en une soirée sans problème, mais quand je lui demande à quoi ressemble la Stroup, la sorcière, ben, il dit je le sais pas. Fait que c'est drôle de ne pas savoir à ce point-là. Il dit ben ça appartient à tout le monde. C'est vraiment un conteur. Puis c'est à toi de faire tes propres images. Alors là, moi, mon défi, c'était de mettre en image ma version de ce que je voyais du conte de Fred. Puis il a embarqué 100 000 $ dans ma proposition. Puis ça donne ce que ça donne. Moi, j'étais un enfant des années 80. J'ai grandi avec un film culte de Princess Bride. Oui. Je sais pas, on retrouvait un petit peu cette structure-là du jeune avec sa grand-mère, là, cette fois-ci, au lieu que du jeune avec son grand-père qui se fait raconter une histoire. Est-ce que c'était un petit clin d'œil voulu ou... c'est pas un clin d'œil, c'est carrément dans ma pile de 15 films qu'il fallait que toute mon équipe regarde. Donc, il y a ça, il y a Dracula de Coppola, il y a Labyrinthe de Pan, il y a beaucoup de films de Tim Burton, en particulier Big Fish. Il y a, Sleepy Hollow. Il y a les films des Monty Python, à peu près tous les films de Monty Python, mais beaucoup les films de Terry Gilliam. C'est bizarre, mais dans ma tête, il y a une relation avec The Fisher King que je fais. Mais ça m'appartient vraiment. Puis, je suis un peu plus vieux que vous. Je suis dans 71, mais moi, mon cinéma que j'ai aimé à ado, c'était les films que je viens de vous nommer. Puis Labyrinthe de Pan est venu plus tard. Mais pour moi, c'est des inspirations majeures, dont Princess Bride, qui a été, pour moi, le film qui fait en sorte que tu peux raconter l'histoire, de passer de narrateur à l'histoire, de vouloir changer le cours de l'histoire avec un jeune aussi, et un grand-père dans ce cas-ci. Là, c'est une grand-mère. Fait que c'est des influences que Fred partage avec moi aussi. Le film avec Tom Cruise par Ridley Scott, Legend, ça a été marquant quand j'étais jeune, mais je l'ai revu, puis c'est dégueulasse. Ça a mal vieilli. Tellement ça a vieilli. Mais la magie qu'il y avait à ce moment-là, quand j'étais en salle, quand j'avais 15 ans, c'était magnifique. Fait que c'est un peu ce feeling-là que j'ai voulu donner à l'arracheuse de temps, sans le côté que vieilli de Legend. Mais pour moi, la mort vient directement est inspirée entre le labyrinthe de Pan puis Dracula de Coppola, puis de Legend de Ridley Scott. C'est des créatures plus grandes que nature qui ont un être humain à l'intérieur. Pour moi, c'est important qu'il y ait ça dans l'arracheuse de temps. En tout cas, je réponds à ta question avec plein d'affaires, mais c'est pas mal ça qu'il y a dans ma tête. Tu as répondu à plein d'autres questions qui seraient venues ultérieurement aussi. Fait que c'est parfait. Mais comment, toi, tu gères
tu sais, l'inspiration puis la copie, ou t'as-tu peur en donnant trop de référents à ton équipe qu'on soit pas capable de se faire sa propre Je version? pense que les référents, j'ai toujours fait ça depuis chaque film. Comme là, je prépare Le Plongeur, puis je sors juste des films des années 70 avec Al Pacino. En ce moment, ça n'a pas rapport avec Le Plongeur, mais il y a un esthétisme dans la lumière, dans quelque chose de plus dru, de plus trash un peu que je cherche pour Le Plongeur. Donc, pour moi, Serpico, c'est un parfait exemple de ce que j'ai envie que ça donne, ou The Conversation de Coppola. Fait que ça ne sera jamais ça, mais j'ai l'impression qu'un bon réalisateur, c'est quelqu'un qui sait voir qu'est-ce qu'il veut aller chercher dans ses inspirations, mais qui est capable de former un tout avec tout ça. Et que ça ne ressemble pas à tous les films, mais que ça ressemble à juste un film. Dans ce cas-ci, L'Arracheuse de temps, je pense qu'il est particulier dans le paysage québécois, puis il a sa couleur à lui. Puis je ne pense pas d'avoir débordé tant que ça dans 8 genres. Je pense que j'ai fait le genre que je voulais, qui est peut-être plus proche d'un feeling d'un Tim Burton, avec cette espèce de folie-là, des personnages éclatés, puis aussi un fil conducteur, puis des émotions aussi, puis des moments touchants qui sont très importants pour moi. Fait que, je vous l'ai dit au début de l'entrevue, ma vie n'est que cinéma culturellement. Fait que j'ai pas si vous me dites, nomme-moi 10 romans que tu as lus dernièrement, je vais raccrocher tout de suite. Puis, Le Plongeur, j'espère. J'ai les lus, oui. Mais comme on dit à Hard Joke, si tu lis le roman, watch out parce que tu vas l'adapter, c'est sûr, parce que tu lis tellement pas. C'est ça que ma blonde me dit. Fait que, en gros, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'aller chercher des références cinématographiques, mais toujours d'avoir en tête pourquoi ça marche ensemble. Donc, c'est vous avez vu le film L'Arracheuse de temps, mais j'ai utilisé des procédés de reverse super simples. C'est juste une image en reverse devient complètement phénoménale parce qu'elle est en reverse. Ben, ça, c'est les vampires dans Dracula, en fait, de Coppola, où les vampires féminins retournent dans la tombe en reverse. C'est magnifique. Fait que j'avais ça en tête depuis que j'ai 15 ans. Fait qu'à un moment donné, on va faire pareil, dans le sens, c'est pas la même situation, pas les mêmes personnages, ce ne sont pas des vampires, mais je suis capable de voir techniquement comment ils ont fait ça. Puis ça remonte jusqu'au film de Méliès, où il y a des effets visuels en reverse aussi. Fait qu'à un moment donné, le cinéma existe depuis 100 ans et plus, pas pour rien. C'est parce qu'il y a une magie encore qui peut ressembler à celle des années 1900-1915 qu'on a eu au début du siècle. Oui, puis je pense que tous les créateurs se nourrissent l'un de l'autre aussi, là, ce qui fait évoluer le cinéma. Oui, tout à fait. Puis moi, ce que je pense qui est le fun chez un créateur, c'est de ne pas répéter tout le temps le même film. Puis moi, j'aime bien les cinéastes. Tous les cinéastes que je vous ai nommés ne font pas souvent le même film. Puis j'aime bien... on ne parle jamais des gars comme Sidney Lumet ou Jean-Jacques Hano, mais Hano, pour moi, c'est comme... Comment tu peux réussir à faire Le Nom de la Rose? L'année d'avant, tu as fait La Guerre du Feu, où c'est un film muet. Le Nom de la Rose, ça parle tout le temps. Puis il fait L'Amant, qui est un super beau film historique sur la Deuxième Guerre mondiale. Puis il va faire L'Ours à travers tout ça, où c'est un ours, le rôle principal. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ces cinéastes-là qui sont capables de changer de sujet puis d'étudier d'autres choses dans leur vie. En parlant de L'Arracheuse du temps, on irait un peu à parler du choix de la distribution. Tu l'as mentionné aussi tantôt. Je me demandais si Fred Pellerin t'a fait complètement confiance ou fallait un peu que tu valides avec lui que c'était un peu l'image qu'il y avait de certains personnages ou... Il n'y avait pas d'image en tête. À partir du moment où on a décidé vraiment que j'avais carte blanche sur les personnages et que moi, une de mes conditions, c'est que si on... Je n'étais pas pour aller chercher les mêmes comédiens des 2 précédents films parce que pour moi, c'était comme un manque de respect sur le travail de Luc parce que c'est comme si j'y volais ses idées de casting puis je les reprenais. Donc, j'allais voler ses costumes, j'allais voler ses ambiances, puis j'allais voler son village au complet. Parce que tu ne peux pas juste prendre 2, 3 affaires. Fait que pour moi, on repart à zéro, laisse-moi faire le film que moi j'ai en tête. Puis il a voulu tout de suite. Fait à partir de là, je lui ai proposé le casting que vous voyez présentement, mais j'ai toujours impliqué beaucoup Fred dans chaque étape. Je pense qu'il a beaucoup apprécié, mais à jamais il m'a imposé personne. Puis c'est sûr que je l'ai consulté pour tous les personnages,
Et il a vu les auditions comme moi, puis il est venu faire les auditions avec moi. Donc, on s'est mis d'accord à peu près sur tout, en fait. Il y a pas eu on s'entend très bien. Puis c'est très facile de travailler avec lui. Puis oui, il m'a fait confiance complètement, puis je l'apprécie beaucoup, beaucoup. Comme je lui ai fait confiance aussi pour la musique. Ça, il ne s'attendait pas à faire la musique du tout. Fait qu'il l'a fait avec Eloi Pinchot, puis ça donne une couleur au film, puis on reconnaît Fred dans les mélodies. Fait que je pense qu'il est très content d'avoir fait la musique, mais il avait la chienne de faire la musique. Parce que j'avais fait de musique de film. Fait que je suis content de l'avoir amené là. Puis ça lui a permis de tuer le film de A à Z jusqu'à la copie finale qu'on a aujourd'hui. Tu parlais d'audition. Est-ce que certains... on sait que tu aimes retravailler avec beaucoup des comédiens. Tu les reprends pour d'autres projets. Est-ce que tu avais certains comédiens que tu avais en tête déjà ou tu as passé vraiment un processus d'audition pour tous les rôles? J'ai passé un processus d'audition à peu près pour tout le monde. Le premier rôle que j'ai donné, c'est la personne qui joue la mort. Ouais, c'est ça. Nous, on se demandait s'il y a des médias qui l'ont dévoilé. Nous, je pense qu'on préfère le laisser secret, puis les gens le verront au générique. Moi, j'aime bien le laisser secret dans le sens où c'est pas un secret parce que son nom est au générique de fin. Mm-hmm. Mais je peux vous dire que c'est la première personne que j'ai appelée. Puis l'indice pour les gens qui vous écoutent, qui nous écoutent, c'est quelqu'un avec qui j'ai fait mes 4 derniers films. Okay? Partez avec ça. Mais pour moi, c'est important que mon noyau central qui fait l'arracheuse de temps, donc la mort, ça soit cette personne-là. Et autour de ça, je l'ai grillé d'un village que moi j'avais en tête. Et c'est toutes ces personnes-là qui sont venues en audition et ont gagné leur audition. Et je voulais vraiment une énergie commune. Et c'est ça que je suis allé chercher. On va juste revenir au personnage de la mort. Combien d'heures de maquillage ça nécessitait aux comédiens? La première fois, un bon 5 heures, puis on a pris le tour de le faire. Mais ça totalise 5 journées de tournage en tout. Puis je souhaite ça à personne, là, d'avoir 80 livres de stock sur le dos collés sur la peau, c'est terrible. Les gars qui sont dans ces costumes-là ou les filles qui sont... C'est terrible de leur faire ça. Parce que tu peux pas l'enlever toi-même. C'est quelque chose qui est collé sur toi, puis c'est pas un zipper, là, c'est pas un costume d'Halloween, là, c'est quelque chose qui est calqué sur ta morphologie. Fait que l'acteur qui joue dans les films de Del Toro, il a toute mon admiration parce que c'est des êtres de patience et la personne qui a joué la mort, il a fallu vraiment qu'il travaille cet aspect-là. Oui, parce qu'il peut avoir une forme de claustrophobie quasiment. Si je comprends bien. Oui, c'était vraiment pas le fun. Mais une fois dans le costume, une fois que tu es investi, une fois que tu arrives sur le plateau, tu deviens acteur puis tu fais ta partie. C'était très impressionnant à voir. Donc, puis ça impressionnait tout le monde. C'est très difficile. Même moi, j'avais de la misère à lui donner des directives parce qu'il te regarde dans les yeux puis tu fais... C'est tellement crédible, puis il n'y a pas d'effets spéciaux, dans le sens c'est pas rajouté en post-prod, c'est live. Fait que c'est weird ce qui se passe quand tu diriges ton comédien que tu ne le reconnais pas. Fait que, puis pourtant, il est là, puis il t'écoute, puis il te répond, puis il te challenge. C'est vraiment le fun, en fait. On a bien aimé Pierre-Luc Funk, évidemment, avec son personnage de curé un peu excentrique. L'idée de zozoter, est-ce que ça venait de lui ou de toi? De Fred, c'est dans le conte. Quand il l'a écrit, tout est écrit en zozote. Tout est relié. Quand il dit j'en ai combien de tartes Méo? Aucune. Ben, c'est écrit Z-O-C-U-N-E dans le scénario. Donc, les comédiens qui sont venus faire l'audition en ne zozotant pas, en me disant dès le début de l'audition, ben moi, je ne zozoterai pas, je l'ai enlevé. Ben, c'est plate parce que c'était écrit que tu zozotais. Fait qu'ils n'ont pas eu de chance, ces gars-là, d'arriver pas préparés. Pierre-Luc est arrivé préparé, puis ça l'a pas traumatisé, mais c'était son principal défi pour lui. C'était pas de rendre un curé drôle, c'était de zozoter drôle et crédible. Puis il a travaillé beaucoup, puis à l'audition, entre l'audition et le tournage, il s'est encore plus pratiqué. Fait que c'est tout un art. Puis Pierre-Luc était le premier à ne pas croire à son zozotement. C'est un perfectionniste. Donc, il a travaillé fort, fort, fort. Puis, tu vois, le procédé d'audition fait en sorte que c'est Pierre-Luc qui l'a eu parce qu'il est arrivé comme meilleur zozoteur. Puis en plus, on le connaît, là, avec le talent qu'il a, c'est à l'aide de soi qu'il fasse le curé neuf. Puis justement, Pierre-Luc, tu avais travaillé, tu lui as donné son baptême de cinéma avec Un été sans point ni coup sûr. Est-ce que tu as vu une grosse évolution
pas nécessairement dans son jeu, mais aussi dans sa façon de travailler ou de son professionnalisme? Oui. En fait, c'est quelqu'un qui est capable d'être très focusé, très sérieux. Il se donne beaucoup, beaucoup. C'est un gars qui est brûlé raide le soir parce qu'il se donne tellement. Je pense qu'il a vu ça comme un cadeau aussi. Puis pour nous, c'était des retrouvailles incroyables là, de se revoir. On avait fait un épisode des Beaux Malaises ensemble, mais c'était pas assez. Puis là, de se retrouver dans le contexte de travail, parce que c'est quelqu'un que j'ai pas arrêté de voir depuis 10-12 ans. Mais là, de travailler un personnage ensemble, c'est un immense plaisir. Puis écoute, moi, le match Marc Messier, Pierre-Luc Funk, pour moi, c'est un grand match de duo comique. Puis même Pierre-Luc, de jouer avec Marc, je le vois dans ses yeux à quel point il y a de l'admiration pour un gars comme Marc Messier. Fait que moi, je suis aux premières loges quand j'assiste aux répétitions, quand je dirige ces comédiens-là. C'est comme un immense plaisir de les voir travailler ensemble pour la première fois. Puis c'est devenu un tandem assez incroyable. Excellent. Ah ouais, on a remarqué un petit détail, je ne sais pas si tu le savais, mais Guillaume Cyr, qui joue le forgeron Riopelle, avait déjà joué dans des films de Luc Picard. Il faisait un des fils de Gélina dans Babine. Oui, même que Guillaume m'en a parlé au début parce qu'il a fait Hey, là, tu refais tout ton casting, moi, je peux-tu? Parce que là, tu as dit que tu voulais pas. Puis là, je fais Hey, voyons, à un moment donné, pourquoi je me passerais de Guillaume Cyr quand c'est le meilleur forgeron qui a pu exister sur la planète pour le film, le conte de Fred, tu sais. Fait que j'étais très au courant. Fait que c'est l'exception. Ce gars-là a joué dans les deux univers, deux rôles différents. D'ailleurs, en parlant de Guillaume Cyr, j'ai entendu le réalisateur Rémi Saint-Michel, là, qui a fait Avant qu'on explose, qui disait que Guillaume était vraiment un bout en train sur le plateau, là, que c'était comme le gars le plus comique. Je ne sais pas si c'était à propos... si ça s'est passé sur vos plateaux ou si c'est juste en court-métrage qui se lâche plus lousse, je sais pas. Moi, je te dirais, Guillaume, en fait, c'est une énergie tranquille. Il est tellement drôle, c'est vrai, mais il est d'un calme en même temps. Fait que pour désamorcer une situation ou rassurer tout le monde, c'est vraiment quelqu'un de très fort. Pierre-Luc, sur un plateau, le party point tout de suite, c'est comme l'hyperactif vient d'arriver. En même temps, il peut être très concentré, là, c'est pas ça que je dis, mais chaque énergie est tellement différente d'un acteur à l'autre. Puis moi, c'est ces énergies-là mêlées qui fait que la scène se passe. Fait que Guillaume, pour moi, c'est une force tranquille incroyable. Mais il est d'un drôle. En fait, c'est un gars qui va te lâcher une phrase en plein milieu, après 15 minutes de silence qui fait que ça détend une atmosphère. Quoique l'atmosphère n'était pas si tendue, on va se le dire. C'était très plaisant à faire, ce film-là. Moi, j'aimerais parler juste un peu du tournage, en fait, du village lui-même. Je trouvais que c'était vraiment bien recréé, tout le côté époque. J'avais même un peu... je crois que ça faisait référence un peu à Back to the Future quand je voyais le film où on voyait le square à différentes époques. Donc, on voyait toujours le petit coin des années 20 puis des années 80. Est-ce que vous avez construit beaucoup d'éléments pour l'arracheuse de temps? Comment ça s'est déroulé? De trouver le village, le parfait village, puis après ça, de transformer les lieux? Ben, étant donné qu'on était en pandémie puis qu'on était confinés, on ne pouvait pas faire des grandes balades dans l'auto à 100 km. Donc, moi, j'ai une maison de campagne à Fredericksburg. Donc, à 15 minutes, il y a un petit village qui s'appelle Saint-Armand. Puis dans ma tête, c'était comme évident que le magasin général pouvait être là. Puis en faisant le tour, souvent tout seul, là, j'avais l'air en pleine pandémie d'être un drôle d'étranger qui se promène à Saint-Armand. Puis tout le monde me regardait comme pourquoi tu reviens tous les jours ici? Fait que je me suis fait poser des questions, mais c'est que j'ai visualisé le village vraiment là. Fait que la structure de la maison des Gélina a été complètement refaite par ordinateur après. Mais le premier étage qu'on voit, il est vrai. Donc, on le voit 2-3 fois, là, la maison au complet, ça se peut pas qu'elle ait 5 étages. Là. Fait que ça a été recréé après, mais tout le reste est vrai. Donc, chez Méo a tout été repeint. En fait, il n'y a pas ou presque pas d'intervention par ordinateur. C'est tout du vrai décor. En fait, c'est des vraies maisons maquillées. Mm-hmm. La maison du forgeron était blanche, puis elle avait un toit noir. Fait en mettant toute la maison noire, en gardant le toit noir en tôle, c'est devenu la maison du forgeron. Puis comme c'est une maison très écrasée, je trouvais ça intéressant que pour le forgeron qui a l'air encore plus d'un géant, d'un grand, Guillaume Cyr, dans sa maison. Donc, mais tout ça, j'ai trouvé ça à Saint-Armand, ainsi que l'église, où je pense que c'est la seule église où il n'y a pas une caisse pop en face. Donc,
un grand terrain dénudé avec rien. Il y avait vraiment un poteau de téléphone, un lampadaire. Puis c'était parfait pour nous en 88. On l'a enlevé pour on a mis un pommier pour 27. Donc, c'était le village parfait. Puis j'avais accès à ce lieu-là tous les jours puisque j'ai été 90% du temps en pandémie à côté, dans le village voisin. Donc, ça a été comme très organique cette année-là où j'ai bénéficié aussi de 3 blocs de tournage. Donc, je me suis peut-être préparé 123 jours au lieu de 44. Tu sais, ça paraît, je trouve, dans le film où il y a eu vraiment du travail sur un an et non pas 2 mois. C'est la grosse différence pour moi, ce film-là, de préparation. Puis, tu abordais le pommier, justement. La pomme est quand même au cœur du récit et du conte. Et Oui. je sais pas si je fais trop d'associations, mais les femmes aussi, là, c'est vraiment des femmes fortes qui finalement prennent le lead, même si les hommes ont l'air de prendre les décisions, c'est plus les femmes par en arrière. Mais y a-tu comme une relation avec la pomme tu sais, catholique là, de Adam et Ève ou le fruit interdit? Moi, je ne l'ai pas vu de même. Peut-être Fred, en écrivant le conte, peut-être que oui. Euh, Moi, je voyais vraiment la pomme comme étant un dérivé de la mort. Donc, si tu croques dans une pomme noire, tu es un peu épais parce que tu risques de ne pas filer. Tu sais, je veux dire, n'importe qui de sensé ne croquerait pas dans une pomme qui a l'air pourrie. Alors que nos personnages le font parce qu'ils sont un peu épais. Puis c'est ça qui fait que c'est un conte. Puis c'est ça qui fait que c'était un peu irréaliste, que le petit gars la dévore tellement. C'est sûr qu'il va avoir mal au ventre. Donc, l'aspect de la pomme, de la branche de la vie, de la branche de la mort, ça fait partie vraiment du conte. Puis c'est ce qui ressemble le plus à Fred, en fait. C'est la base même du conte. C'est la mort qui arrive par en dessous puis que tu n'attends pas. Puis là, elle se propage avec. En fait, c'est la mort qui met des pommes un peu partout pour que les gens croquent dedans. Fait que c'est elle qui essaie de pogner le monde avec ça. Fait que c'est l'instrument par lequel la mort arrive. C'est la fameuse pomme noire. Mais la seule qui est intelligente, qui n'en veut pas et qui ne veut pas croquer dedans, c'est Bernadette, avec raison. Et elle réveille un peu tout le village en disant arrêtez de manger des pommes noires, ça se peut pas. Fait que, voilà. Puis, Patrick parlait du square, puis un peu du look du petit village. Est-ce que je me trompe ou... Tu sais, moi, je voyais un petit côté Astérix et Obélix aussi là-dedans. Ça se peut-tu que les personnages ont toujours les mêmes habits ou sinon très semblables? Oui. Enfin, un film où il n'y a pas de raccord. Où ta chef costumière dit ah, j'ai pensé qu'un débardeur pour le lendemain, ça serait bien. Puis le jour 4, elle aurait une robe. Puis là, se fait ils peuvent-tu être habillés tout pareil? Puis Bernadette est tout le temps habillée pareil. Émile Proucloutier qui joue Toussaint est tout le temps habillé pareil. En fait, tout le monde est tout le temps habillé pareil. Moi, en fait, Princess Bride, pour en revenir à ça, quand le petit gars part, ben, ils sont habillés pareil. La princesse, elle a un kit. Puis le prince charmant, il a un kit. Puis moi, j'aime cette idée-là que tout le monde a un kit. Puis qu'on ne les change pas continuellement. Parce que c'est pas normal d'être dans un conte et de penser se changer. Puis le forgeron, il est tout le temps sale. Il est à l'église, il est sale. Il a tout le temps son grand habillé. Puis c'est pas une affaire d'économie de sous, là, de budget parce que tu ne changes pas de costume. Mais c'était tellement agréable qu'il y ait juste un costume. Pour moi, c'est comme des cartes à jouer d'un jeu de société où tu fais ton personnage il est habillé comme ça. Voilà. Puis il ne changera pas. C'est juste à la messe, on les a mis en noir parce que là, c'est la messe. Ils avaient le droit de ne pas mettre son tablier. Mais c'est tout. Fait que quand vous le reverrez, parce que vous avez adoré le film, vous remarquerez vraiment que les costumes, on a pris soin de garder toujours le même. Et d'ailleurs, à la toute fin, c'est pas pour rien que Bernadette, elle n'a pas le même costume. Puis là, ben, j'en dirai pas plus, mais ça paraît à ce moment-là parce que justement, tu es habitué à une affaire. Puis là, quand tu le changes une fois, c'est là que tu fais oh, c'est là qu'on remarque les costumes. En terminant, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton nouveau projet? Tu as fait allusion tout à l'heure que tu planchais sur une adaptation du roman Le Plongeur, que tu scénarises et que tu vas réaliser. Où en es-tu un peu là-dedans? Eh bien, je continue des auditions demain matin. Alors, je suis vraiment en plein milieu de la pré-prep. Je cherche des lieux de tournage. J'allais dire, je complète mon casting. J'ai rien trouvé dans le sens où j'ai des pistes, mais je n'en ai rien confirmé. Je tourne en février, mars, avril. Gros travail. Je me sens privilégié de faire 2 films en ligne.
je confirme que c'est ce que je préfère faire, ce sont des longs métrages et prendre le temps de faire des 1h45, 2 heures sur un an. Je veux dire, c'est précis pour moi, ça reste l'art audiovisuel que je regarde encore le plus. Chez moi, je regarde souvent des films à toutes les semaines. C'est pour moi le support cinéma. Ça demeure pour moi le plus solide et le plus mémorable, en fait. Fait que je suis très privilégié de pouvoir en faire encore. Je voulais juste prendre ton pouls sur ce qui se passe, évidemment, avec le succès d'un de tes collègues à Hollywood, Denis Villeneuve, avec Dune. Est-ce que tu as déjà eu cette ambition-là ou ce rêve aussi d'aller travailler du côté américain? Ben, je ne l'ai jamais eu parce que, étant donné que je viens de Québec, j'ai un anglais pourri. Et il y a aussi que très jeune, je me suis questionné à savoir est-ce que j'améliore mon anglais, est-ce que j'ai l'ambition d'aller travailler ailleurs? Puis je me suis vraiment posé la question mais pourquoi j'irais loin de chez nous alors que je n'ai pas envie de travailler dans une autre langue que la langue que je possède le mieux? Puis oui, tu as l'appel de hey, tu aurais plus d'argent, plus d'ambition, des projets plus ambitieux et tout ça, mais moi, j'ai le goût de travailler pour le monde de chez nous, que ce soit en télé ou en cinéma. Puis on dirait que je sers mieux ma patrie. On dirait que j'ai un discours très nationaliste, là, mais je veux dire, je parle en français, je veux continuer à parler français. J'ai le goût de donner des histoires dans ma langue natale. Il y a comme un désir de parler de nous, en fait. Puis par rapport à plein d'histoires différentes. J'ai adapté des romans, j'ai adapté un conte. Il y a comme quelque chose qui fait que j'ai l'impression qu'on propage notre culture via le cinéma et notre télévision, puis c'est super important qu'il y ait des gens qui le font, qui le fassent. Puis ben, j'espère faire partie un peu de cette affaire-là. Fait que moi, d'aller faire un film aux États-Unis, rendu à 50 ans, je serais complètement traumatisé, complètement tétanisé à l'idée d'aller faire ça. J'ai beaucoup d'admiration pour Denis puis Jean-Marc Vallée ou Xavier Dolan. Je les trouve forts, les gars. Je les trouve vraiment forts, mais je les envie pas. Puis c'est bien. Puis je suis très heureux d'être où je suis. Excellent. Merci, Francis. Félicitations pour le film. Oui, bravo. Merci. Merci bien. Merci. On espère que les gens vont se déplacer et ils vont aller le voir sur grand écran parce que c'est pour ça qu'on fait des films. C'est pas pour vos tablettes. Puis ben, merci d'aller au cinéma, les gars, puis de faire une émission sur le cinéma parce que ça fait du bien de parler du cinéma. Ça nous fait plaisir. Merci. On a le bonheur maintenant de s'entretenir avec Jade Charbonneau, la comédienne qui joue la jeune Bernadette, héroïne de l'Arracheuse de temps. Merci, Jade, de prendre ce temps avec nous. Ben, merci à vous autres de l'invitation. Dis-moi, comment présenterais-tu le personnage de Bernadette? Ben, Bernadette, c'est une Bernadette jeune, c'est une jeune femme qui est très, très... qui a beaucoup de force. Elle est très téméraire. Elle a une intelligence qui lui permet d'avoir une grande lumière dans le conte, puis qui donne envie aux spectateurs, du moins j'espère, de la suivre, puis d'y faire confiance. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est tout à fait vrai, effectivement. Là, c'est vraiment une très bonne personnage principal, dans le fond, pour le récit, pour le conte. Comment tu penses que, mettons... Ouais, c'est réussi, bravo. Comment penses-tu que... Merci. Comme le reste du village l'aperçoive? Tu sais, je sais que quand elle travaille au magasin général, Toussaint, il les trouve un peu étrange, mais penses-tu qu'elle est appréciée ou qu'elle la trouve fouineuse, plutôt? Ben, je pense que par bout, il y a trop fouineuse et j'irais peut-être même par dire limite gossante. Tu sais, comme là, Bernadette, gère-toi. Là. Mais je pense qu'après, et plus l'histoire avance, il commence à catcher qu'elle catch des affaires. Tu sais. Fait que il y a des bouts qui le village est comme, bon, là, on est tanné, mais dans la grande majorité du film, il y a une bonne complicité avec les autres personnages et les autres personnes du village. J'allais dire villageois, mais on dirait que c'est pas ça le mot. Oui, non, c'est ça. C'est pas péjoratif, là, mais c'est ça pareil. Penses-tu que... Ben, ouais. Moi, j'imagine que Bernadette, là, probablement, quand elle arrive dans sa trentaine, elle serait capable d'être genre la mairesse du village, probablement, là, de se faire élire. Absolument.
Oui, ça en va direct, mais reste, là, Bernadette. C'est sûr. C'est bon, c'est un bon cue. Est-ce que ça a été un long processus afin d'obtenir le rôle? Est-ce que tu as fait passer plusieurs auditions? Oui, ben, ça a été un long processus aussi à cause de cette fameuse pandémie. Mhm. J'ai reçu la demande d'audition en avril 2020. Puis l'audition a été reportée à septembre 2020. Fait que j'ai eu tout l'été pour faire comme je vais peut-être avoir la demande. Puis après, ben, j'ai eu des callbacks, mais le processus avant audition était quand même intense parce que je me suis tout retapé les films, ces spectacles. J'ai pratiqué ma langue parce que je voulais donner une petite teinte de vieux français / accent Saint-Élie, mais garder une certaine modernité. Fait que ça aussi, ça a été un gros travail. Ouais, voilà. Assez chargé comme Ah, processus. mais c'est totalement réussi. Est-ce que tu as senti une pression d'être comme Ben, il y a sûr qu'il y a beaucoup de personnages, là. T'es pas un film où t'es la seule dedans, mais d'être quand même le rôle titre, puis c'est ta première grosse apparition au cinéma, là, si je me trompe pas. Ouais. Non, exact. Ben, c'est surtout beaucoup de pression. Ben, premièrement, je veux dire, je fais la grand-mère de Fred Pellerin. Là. Déjà là, c'est une grosse charge. Là. Puis après, c'est que la distribution aussi, elle est impressionnante. Là. Je tournais avec les tops des tops. Fait que d'être capable d'atteindre leur niveau, pour moi, ça a été. Ben, je pense que j'ose dire que ça s'est bien passé, mais sur le moment, ça m'a rendu assez stressée, je vous dirais. Puis j'ai travaillé fort pour garder mon sang-froid et donner le meilleur que je pouvais. Puis, ouais, c'est ça, mais c'est une chance tellement incroyable que j'ai eue, j'en reviens toujours pas. Là. C'est quelque chose quand même. Tu l'évoques Voilà. que tu joues justement la grand-mère de Fred Pellerin, mais plus jeune. Est-ce que tu as rencontré celle qui l'incarne plus vieille, Michel Deslauriers, avant le tournage pour essayer de t'inspirer un peu de comment elle est ou Ben, zéro, en fait, ça s'est fait à l'inverse parce que tout notre premier bloc à nous autres, c'était en octobre 2020. Puis tout le bloc à Michel, c'était en mai, si je ne me trompe pas, OK. 2021, donc en mai dernier. Fait que j'ai eu le temps de tout installer le personnage avant Michel. T'sais, si ça avait été l'inverse, c'est moi qui me serais adapté, ben pas adapté, mais qui me serait inspiré, puis qui aurait gagé un peu. Mais là, j'étais complètement. Je suivais les écrits de Fred et les directions de Francis, puis ce que j'avais imaginé aussi. Puis après, c'est Michel qui a pris certains de mes tics ou il y a un bout aussi dans le film où on parle les deux en même temps. Ben ça, c'est j'ai eu le go sur le plateau de faire de le faire comme je l'avais imaginé. Puis après, Michel a fait un travail incroyable de reprendre certaines phrases, la manière que je l'ai dit, avec les gestes que j'ai faits. C'est super cool comme moment. Ah, c'est super. C'est ça. Mm-hmm. T'avais, ben, sur ton CV, disons, tu as fait beaucoup plus de télévision auparavant. C'est quoi qui t'a frappé en Ouais, arrivant sur le plateau ou dans l'ensemble du processus comme grosse différence, disons? Ben, le temps. Sur un plateau de cinéma, on a le temps de faire les scènes, on a le temps de parler au réal, on a le temps d'essayer des affaires. Tu sais, comme par jour, on fait 3-4 scènes. En série, on en fait 15. Là. C'est fou la différence. Puis c'est le fun aussi parce que tu te sens plus. Tu peux être créatif puis essayer des affaires. Puis, je sais pas, moi, je me suis sentie plus libre de créer puis ben, d'essayer des affaires. Ça fait 3 fois que je l'avais fait. Mais ouais, ce serait ça majoritairement. Puis ben, c'est sûr que c'est particulier parce que c'était un très gros set, là. Mais la grosseur de ce plateau-là aussi était assez impressionnant. Tu sais, le nombre de personnes qu'il y avait sur le plateau, les décors, tu sais, comme tout était énorme.
Je sais pas si nous, on fait trop de liens, mais tu sais, Pierre-Luc Funk, il avait aussi commencé au cinéma avec Francis là, en 2008 dans Un été sans point ni coup Oui. sûr. Est-ce que comme vous avez Ouais. eu une espèce de connexion spéciale d'être des leads plus jeunes? Ben, il était plus jeune que toi là, mais Ouais. je sais pas, d'être des enfants vedettes de par Francis Leclerc. Ben, je vous dirais qu'on a plus connecté sur le fait que les deux, on a grandi à Laval. Ça, c'est plus ça notre plus grand point de connexion parce que c'est particulier une jeunesse à Laval. Je salue tous les Lavallois. Mais on a plus bandé là-dessus. On était au même secondaire. On a côtoyé les mêmes équipes d'impro. Fait que ça a été plus ça, nos moments d'échange. Ben là, on parlait pas juste de ça non Ouais, plus. Ouais, c'est ça. Mais c'est un beau lien que vous avez fait, mais on l'a pas fait nous autres. Ah, c'est correct. Mais toi, t'as pas connu le Fuzzy, par exemple, j'imagine? Vas-y. Le Fuzzy à Laval, qui était comme un bar un peu douche, Oh là, non. sans insulter. Là, je là. confirme que je n'ai pas connu le fuzzy. Ah, c'est correct. Est-ce que vous êtes Lavallois? C'est pas ça? Non, mais c'est comme dans les gros running gags. Non, nous, on est à Québec, là. C'est plus, ça serait comme Ah! le Dagobert, mettons, aurait pu l'être. Ah oui, là, ben oui, c'est ok. ça. Ça, je connais. Tu vois, c'est drôle, mais. Ouais, ben il y a connais aussi le Dagobert. Ricardo Troggi a remis le Mhm. Dagobert à la mode quand il a refait Ah! 1987. Ben, c'est comme le bar Ben, c'est iconique. clair Là. que c'est pour ça, d'abord. Ouais. Ben, il existe encore. Ok, oui, c'est pense. sûr que c'est pour ça. Ok. Mais là, vu que tu as goûté au cinéma, est-ce que ça te donne le goût d'en faire encore plus? Est-ce que tu as vraiment apprécié l'expérience? Ben, j'ai tellement aimé ça. Ben, c'était mon rêve depuis le moment où j'ai décroché mon premier rôle, là, d'être dans un film. J'ai fait beaucoup, beaucoup de séries, puis j'aime encore beaucoup ça, mais faire un film, là, faire partie d'un processus de film au complet, ça m'a toujours habité puis passionné. Pour l'instant, ma passion est encore présente et très forte. Est-ce que tu as d'autres auditions en cours, j'imagine, que tu en reçois? Ou peut-être qu'après la sortie du film, là, ton téléphone dérougira plus? Ouais, ben là, je vous avoue, j'ai décidé de prendre l'hiver off parce que ça fait depuis février dernier que je roule sans arrêt, que j'enchaîne les projets. Chose qui est incroyable, mais j'ai besoin de prendre un petit break. Ben, pas break, là, mais juste comme prendre l'hiver pour descendre un peu. Mhm. Mais je suis présentement sur La Faille puis 5e rang, ce qui occupe la majorité de mon temps. Puis il y a la série Lou et Sophie qui va sortir le 2 décembre, où je partage le rôle principal avec Zeneb Blanchet. Fait que c'est comme... Je suis pas mal bookée jusqu'au 22 décembre, puis après, c'est les vacances. Ben, profites-en bien et bravo encore pour ton rôle dans La Racheuse de temps, un film qu'on a vraiment apprécié tous les deux. Yay! Trop cool! Je suis contente. Ben, Parfait. merci à toi. Merci, Jade. Ben, merci à vous autres! Merci! On a l'immense privilège de s'entretenir maintenant avec Michel Deslauriers. Pour les plus vieux comme moi, ceux qui sont dans la quarantaine, évidemment, ça représente un grand pan de ma jeunesse parce que Mme Deslauriers fait la voix de Tibrin, évidemment. Ben oui, certain, c'est moi. Puis moi, je le traîne partout. Il est toujours avec moi. Yeah! Ah, ça a tellement bercé ma jeunesse. Mais Je passe partout. évidemment, Michel qui était aussi dans Samedi de rire, donc une autre émission Oui. phare humoristique. Donc, c'est un plaisir de te retrouver pour cette émission-ci. Comment tu décrirais ce personnage-là de Bernadette, parce qu'on a eu l'occasion de jaser avec Jade, qui l'incarnait plus jeune, mais de l'incarner dans la fleur de l'âge. Âgée. Ouais. La fleur pas fanée encore, mais qui s'en va vers le sol. Ben c'est ça, c'est la Bernadette grand-maman. En fait, c'est la grand-mère de Fred Pellerin, ses souvenirs qu'il a de sa grand-mère. Et elle est très malade. Bon, elle sent elle va s'en aller bientôt et elle veut pas laisser de mauvais souvenirs à son petit-fils. Et elle lui raconte cette belle histoire. Et pour lui faire comprendre que quand quelqu'un s'en va, ce qui est important, c'est garder un bon souvenir de la personne.
Donc, en lui racontant cette histoire fantastique sur la mort et sur tous les habitants du village et sur elle, jeune, comment ça s'est passé, elle lui dit, tu sais que la mort n'existe pas. Ce qui existe, c'est les beaux souvenirs qu'on a d'une personne qui est partie. Alors, j'étais très impressionnée parce que je faisais... c'est un personnage qui représente la grand-maman, quand même, de Fred Pellerin. C'est pas rien pour moi. Et qui l'a influencé, qui l'a inspiré pour raconter qu'il est devenu conteur à cause d'elle, d'une certaine façon, ou inspiré par sa grand-mère. Voilà. Mais est-ce que vous pensez que le personnage de Bernadette comme invente ou raconte une histoire à son petit-fils, ou pour elle, ça s'est vraiment passé, l'histoire avec la mort? Bien, je pense que les conteurs partent toujours d'un fait vécu, mais s'amusent beaucoup avec la fantaisie et avec l'imaginaire pour en mettre une tonne, un peu, Ouais. pour enjoliver ou rendre dangereuse l'histoire, frôler les précipices pour faire peur un peu, pour faire vivre, en fait, des émotions. C'est les conteurs, c'est des faiseurs d'émotions, des faiseurs d'histoires qui veulent faire vivre des choses extraordinaires pour sortir de la réalité, des fois, qui est tranquille ou qui est plate ou qui est sans imaginaire, pour aller vers quelque chose de fantastique et de plus grand que nous. Alors, je pense que c'est ça. Et pour faire voir une réalité des fois, qui nous fait beaucoup de peine, de la transformer en autre chose, en merveilleux. Et je pense que c'est ça que la grand-mère fait. C'était comment de travailler avec un jeune comédien comme co-vedette? La connexion s'est faite vite, vite, vite. Parce qu'il est tellement ouvert. Oscar, il est très au présent, justement. Comme les tout petits enfants sont aussi. Et très, très facile d'accès. Et en même temps, très adulte dans son jeu, dans sa façon de fonctionner dans la vie. Il prenait toutes les directives de Francis Leclerc, le réalisateur, vraiment de façon très professionnelle, même si c'était la première fois qu'il jouait. On avait l'impression qu'il faisait ça depuis tout petit, depuis toujours, là. Il travaillait très bien structuré, très bien près de ses émotions, capable de rire, de pleurer, d'être là et d'écouter. Son écoute est extraordinaire. Alors, c'était très facile de jouer avec lui puis de créer ce lien-là de grand-mère à petit-fils. J'ai beaucoup aimé ça. Est-ce que vous étiez rencontrés avant le tournage ou la première rencontre s'est faite sur le plateau? Non, j'avais participé aux auditions quand il cherchait un enfant pour faire le rôle. Alors, on en a vu plusieurs. Puis quand c'était Fred, Oscar, je veux dire, pour faire Fred, c'était un coup de cœur vraiment de Francis, moi-même. Après qu'il soit passé, on a fait « Oh là là, je pense que oui, je pense qu'on l'a, là, c'est lui, c'est lui ». Et il a posé des questions dans sa vie aussi. Après, il est très volubile ou il parle facilement, il explique facilement, il a un vocabulaire étendu. Vraiment, c'était facile. C'était facile de jouer avec lui. C'était agréable. Oui, il est bien, il ressent bien ses besoins aussi, là, tu sais. Quand il y avait trop de stress, dans une pause, il allait courir dehors avec sa mère. Il faisait des longueurs, puis il revenait. Ah, Fred! Après ça, il avait faim. J'ai faim. Est-ce que je peux manger? Oui, merci. Tu sais, toujours poli. Vraiment, là, idéal. Les adultes devraient s'inspirer des enfants comme ça qui travaillent si bien. Puis, vous avez eu à travailler avec Jade pour créer une symbiose entre la jeune et la plus âgée Bernadette. Est-ce que vous êtes allé sur le plateau de tournage quand ils ont tourné les années 20 ou vous avez travaillé en dehors ou vous avez juste regardé les vidéos? Puis... oui, c'est ça. J'ai pas vu du tout. Ils l'ont fait à l'automne, alors que, tu sais, parce qu'ils tournaient à l'automne avec les arbres qui sont, bon, les feuilles qui tombent et tout ça. Et puis, au printemps, quand c'était à mon tour, de faire toute la section plus tard, qui se passe au printemps, Francis m'a montré toutes les rushs de ce qu'ils avaient tourné à l'automne. Donc, je l'ai vu, j'ai vu comment elle se comportait, j'ai vu comment elle jouait et tout. Et Francis me dit, ben voilà, ça c'est toi jeune.
Alors, si tu peux t'inspirer de ce jeu-là, puis de cette façon d'être de Jade, et c'est ce que j'ai fait, je l'ai regardé, puis je dis, il faut que je colle à cette énergie-là. Et puis, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai essayé de faire, en tout cas, de me dire, ça, c'est d'y croire, ça, c'est moi jeune, et maintenant, je suis rendue là, puis je raconte cette histoire-là que je viens de voir. Alors, c'était bien d'avoir vu toutes les prises parce que je les avais dans ma tête. Donc, quand je racontais, je l'avais en tête. Mais ce que je raconte, en fait, est vu par le petit Fred. C'est lui qui voit ça, c'est les scènes qu'on a vues, là. C'est sa vision des choses. Moi, je raconte, mais c'est la vision du petit Fred, en fait. Voilà. Je me demandais, tu sais, vu que le film a été tourné en 2 temps, à comme 4-5 mois d'intervalle, est-ce que vous, votre audition, c'était avant même le début des tournages ou ça s'est fait comme pendant... oui. OK. Il cherchait quelqu'un dans 80 passés, puis il n'était pas satisfait des gens qu'il avait rencontrés, des dames qu'il avait rencontrées. Bref, ils m'ont appelé et puis je suis allée rencontrer Francis et Fred Pellerin. Et puis, j'ai fait les scènes, plusieurs scènes qu'il y avait à faire. Et Francis me dit, ça va être toi, parce que j'aime beaucoup ta voix, puis c'est la conteuse, alors il faut qu'elle ait une voix quand même qui n'est pas trop agaçante. Et puis, tu racontes bien, puis voilà, j'ai fait la scène où le petit trouve sa grand-mère par terre, puis après ça, une scène où elle raconte. Et comme j'avais déjà travaillé avec Francis aussi sur les beaux malaises, on se connaissait. Et puis, j'ai rencontré Fred pour la première fois. Puis là, il m'a dit, c'est l'histoire de ma grand-mère. Là, j'étais bien impressionnée. Puis j'étais très contente quand ils m'ont choisi. Puis on dit, ça va être toi. Et justement, c'était comment retrouver Francis sur un plateau de tournage, mais de cinéma et non de télévision. Est-ce qu'il fonctionne différemment? Est-ce que... C'est toujours Francis, c'est-à-dire que c'est vraiment très, très agréable de travailler avec lui. Moi, il me dirait, demain matin, on retravaille ensemble. Je dirais oui, parce que c'est un directeur, c'est un réalisateur incroyable, très psychologue, très, très sensible, qui va pour chaque acteur donner des directives différentes avec une façon différente parce qu'il respecte bien chaque personne. Et il sait comment on ressent les choses, il sait comment on se sent aussi, et toujours nous mettre à l'aise, toujours si on a un problème, il va le sentir, il va nous dire, bon, ça, qu'est-ce qui se passe? Il sait bien il sait bien toucher chaque personne individuellement comme ça. Et pour tout l'ensemble aussi, tout le monde est content sur un plateau quand on travaille avec Francis. Il n'y a jamais de colère, en tout cas, moi, je n'ai jamais rien entendu de... C'est des plateaux agréables et efficaces parce que tout le monde travaille fort, mais tout le monde est heureux. C'est le fun, hein? Oui, c'est parfait, ça. Sur ces belles paroles, on vous remercie pour cet entretien. C'est bien généreux de votre part. Un plaisir, vraiment. Plaisir. Merci. Bon succès avec le film. Merci, au revoir. Alors, on a le plaisir maintenant de s'entretenir avec Oscar Desgagnés, qui joue le jeune Fred Pellerin à l'écran dans L'Arracheuse de temps. Bonjour, Oscar. Enchanté. Dis-moi, comment c'était de jouer Fred Pellerin? Est-ce qu'il y a une pression avec ça? Peut-être qu'il y en avait une, mais je ne la ressentais pas. Parce que entre nous, il n'y avait pas vraiment de pression. Mais c'est sûr que jouer Fred Pellerin, c'est tout un personnage. Donc, il y avait une certaine pression, mais je la ressentais pas. Est-ce qu'il t'avait un peu dit comment il était, lui, quand il était jeune, ou c'était plus Francis et toi qui décidiez comment être, mettons? Oh, c'était Francis. C'était Francis, puis un peu le scénario aussi. Dis-moi, est-ce que tu connaissais Fred avant d'obtenir le rôle? Avant que je passe mon audition, mon père m'a conseillé d'écouter L'Arracheuse de temps. Mm-hmm. Puis je suis vraiment tombée en amour. J'adore maintenant, aujourd'hui, Fred Pellerin. J'écoute souvent ses contes, puis c'est vraiment un coup de cœur, puis un idole. Puis justement, comment s'est passé le processus d'audition? C'était-tu la première fois que tu faisais une audition ou tu en as fait d'autres auparavant? C'était ma toute première audition et non, c'était ma deuxième, mais la première, j'avais 3 ans. Là. Okay. Fait que ça comptait pas, disons. On va dire que ça compte pas. Fait que c'était ma première audition pour un film. Puis ça s'est donné que ma mère avait vu une annonce sur Facebook à la
dernière minute. Fait que j'ai dû me filmer pour me présenter, puis après, ils disaient qu'elle allait juste rappeler ceux qui intéressaient. Donc, ils m'ont appelé, puis ils m'ont choisi en tant que... Ben, ils m'ont donné le texte pour l'audition. Puis je l'ai eu. Est-ce que tu as fait plusieurs auditions ou Non, juste une. une fois? Et puis, est-ce que tu avais rencontré Michel avant le tournage pour discuter un petit peu, pour vous apprendre à vous connaître? En fait, elle était là à l'audition et elle donnait les répliques. Donc, on a pu un peu apprendre à se connaître, mais on s'est vraiment mieux connus. On a vraiment pu mieux s'apprendre sur le plateau de tournage. Puis c'était comment de tourner avec elle? Est-ce que c'était facile, toi, tu trouves? Et ça se voit qu'elle aime son rôle, que c'est quelqu'un avec beaucoup de, comment dire, avec de la chair, qui aime beaucoup ce travail. Puis ça m'a aidé un peu en fait, ça m'a beaucoup aidé à, comment dire, elle m'a aidé. OK. Avec des conseils un peu ou des façons de faire, genre? Ben, pas des façons de faire, mais sa présence, c'était une sorte d'encouragement. Est-ce que c'était des longues journées de tournage? Est-ce que tu trouvais ça long? Parce que des fois, le cinéma, il faut installer l'éclairage, faire des répètes. C'était assez long, oui. Je me levais à peu près vers 7 heures, puis on finissait vers à peu près 8-10 heures. OK, ouais, quand même. Puis, est-ce que toi, c'est un métier que tu entrevois faire? Tu voudrais-tu être dans d'autres films, dans des séries télé, ou c'est juste parce qu'il y avait cette occasion-là, puis t'en as profité? Ben, c'est sûr que si on me propose d'autres rôles, c'est sûr que je vais les accepter. Ben, en même temps, il faut que j'aime le rôle. Mhm. Mais oui, c'est quelque chose que j'aimerais faire. C'est mon choix numéro 1. Ça t'a donné la piqûre, vraiment? Oui. Puis, est-ce que la tournée promotion, tu trouves ça exigeant, ça? Ou c'est encore le fun, ça fait partie de l'ensemble de l'œuvre, comme on dit? Ça fait partie de l'ensemble de l'œuvre, mais c'est sûr, parfois c'est long, là, mais on s'y fait. Surtout de manquer d'école un peu, ça, c'est quand même un peu agréable. C'est tout le temps le fun. Mais comment c'est? J'ai jamais joué dans un film, mais il paraît qu'on n'aime pas trop ça, se revoir à l'écran. T'as-tu réécouté le film à quelques occasions? Mais c'est ça que ma mère m'a dit, mais c'est que moi, je n'ai pas encore vu le film. Okay. Je vais le voir aujourd'hui. Fait que je le saurai. Je le saurai si on n'aime pas se voir. Mais pour l'instant, avec la bande-annonce, j'ai l'air de bien faire mon travail. Ah, ben, nous, on a adoré ta présence. Ouais. Hein? Fait que peut-être que... Ah, vous l'avez vu? Oui, on a eu la chance de le voir. Fait que peut-être comme quand on n'aime pas entendre sa propre voix et tout, mais nous, on peut t'assurer que pour le public, d'après moi, ils vont apprécier. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ils vont craquer pour toi. Assurément. Oh, merci beaucoup. Ben bon travail, Oscar. Bravo. Puis merci d'être venu nous jaser. Merci. Au revoir. On reçoit maintenant Geneviève Schmidt qui interprète Madame Gélina, la maman du village qui a 472 enfants, donc constamment enceinte. Bonjour Geneviève. Je m'auto-suffis. Merci de prendre... Je n'ai pas de mari dans l'histoire. C'est vrai ça. Merci de prendre ce temps avec nous. Dis-moi, comment décrirais-tu ce personnage-là de Madame Gélina? À la base, Mme Gélina est un personnage quand même clé de l'univers de Fred Pellerin. Je ne connaissais pas l'univers de Fred Pellerin. Je ne savais pas c'était qui. Puis je dis, je vais jouer Mme Gélina. Puis comme, oh my God, c'est un personnage important. C'est elle qui donne la vie au village. C'est la misère, c'est la pauvreté, mais il y a une bonté, puis tout ça. Puis moi, j'ai comme fait, oh shit, faut que je fasse mes devoirs, tu sais. Puis avec Francis Leclerc, je lui avais dit d'emblée que je ne connaissais pas l'univers. Puis il dit, Madame Gélina, c'est exactement ça. C'est la bonté. C'est ça qui ne peut pas déranger, malgré que 472 enfants au village qui crient et qui pleurent. Puis bon, ça donne la vie, mais en même temps, ça peut être fatigant. Donc, je l'ai approché tout simplement comme ça, avec les mots. Je me suis fiée avec, mon instinct, c'est ça, mes acteurs, mais aussi avec ce que Francis voulait, mais aussi avec les mots du scénario. Fait que c'est des scènes, je trouve, touchantes, bouleversantes. Puis Mme Gélina, j'aimerais ça qu'il y ait une suite, mettons, là, qu'elle revienne, parce que j'ai aimé faire ce personnage-là. C'est un personnage qui était souvent dans l'émotion, des fois dans la misère, mais aussi une certaine tristesse, une certaine pitié, peut-être malgré elle. C'est pas la personne qui fait pitié, c'est nous qui a cette image-là. Est-ce que c'est difficile pour toi d'être constamment dans cette émotion-là un peu tout le long du tournage? Non.
Hey, ça a l'avantage d'être honnête. Prochaine question. Dès que ça fait couper, tu passes à autre chose. Oui, oui, mais en fait, je ne sais pas si... mais, tu sais, les mots puis le scénario, pour moi, pour ce film-là, ça dépend toujours comment on approche un personnage. J'avais pas tant de scènes que ça, mais en même temps, il n'y a pas une mère dans la salle qui ne comprend pas ce que je veux dire, tu sais, de vouloir aimer, aider. Fait que pour moi, j'ai dit, je vais me fier à ça, même si moi, si Geneviève Schmidt n'a pas d'enfant. Donc, pour moi, c'était pas dur de rentrer dans ces émotions-là parce que même si c'était des scènes quand même plus ou moins pas tant rigolotes, il y a toujours un petit clin d'œil que je me garde une limite un peu dans l'humour pour que mon personnage devienne attachant et non lourd. Fait que c'est ça que j'essayais de... Quand on le voit, le film, on comprend ce que je veux dire, là, mais en tout cas, il y a une différence entre touchant puis très lourd, dark. Fait que j'essayais de jouer avec ça, puis Francis, ben, il m'a aidé. Ah, mais c'est brillamment joué, là. C'est très bien réussi, bravo. Ah, ben merci. Et c'était comment de retrouver Francis, justement, parce qu'il t'avait dirigé dans Les Beaux Malaises. Donc, de le retrouver sur un plateau de cinéma cette fois-ci, j'imagine quand même que c'est différent un peu. Ben, oui, mais moi, en fait, peu importe le médium, que ce soit télé, théâtre, cinéma, pour moi, c'est la même chose. J'ai un mandat qui est de faire rire, qui est de faire de toucher, de conscientiser, peu importe. Puis avec Francis, c'est comme un grand frère, je dirais. Il y a quelque chose que je le regarde, il me fait rire. C'est un enfant aussi. Et moi, qui ai 43 ans, je suis un enfant. Donc, on se reconnaît dans quelque chose de très naïf et dans les beaux malaises. En fait, ce que je vais vous dire, OK, ça reste entre nous autres. Là. Promis. Ben oui. Mes 2 auditions les plus weird, où ce que j'ai ri, où ce que j'étais comme pas concentrée, et en sortant de l'audition, j'ai fait « mais c'est sûr que j'ai pas le rôle ». Ça a été les beaux malaises et l'arracheuse de temps. Ah oui? Puis j'ai dit, mais Francis, ouais, parce que il me fait rire. Il me fait rire, puis ses idées me font rire. Puis les beaux malaises, j'avais une scène, je me souviens plus c'était quoi, puis j'étais comme pas plus ou moins concentrée. Puis je suis partie de là, je disais, c'est sûr que je suis barrée à vie, là. Tu sais, je dis, jamais il va me voir, je faisais rien que niaiser. Puis lui, il aimait cette naïveté-là que j'avais, puis de ne pas me prendre au sérieux, parce que des fois, quand on vieillit, on dirait qu'on veut se prendre au sérieux. Puis moi, j'ai pas ça. Fait que ça a été mes deux auditions vraiment les plus niaiseuses, weird, que j'ai eues. Fait que il y a comme un attachement. Fait que j'ai juste hâte au prochain projet avec Francis, s'il y a 3e projet. On le souhaite. Ben justement, comme tu as mentionné, tu fais beaucoup de télé, du théâtre, du cinéma aussi, de plus en plus, plusieurs rôles en fait. Y a-tu quelque chose que tu préfères un peu dans chacun de ces créneaux-là? C'est quoi le petit plus du cinéma, par exemple? Capable de dire la réponse encore, mais je suis dans une recherche moi-même. Le grand écran est très particulier et je commence à comprendre depuis seulement 2 ans le pouvoir du grand écran versus le petit écran. C'est les mêmes émotions, c'est la même vérité qu'on joue, mais il y a un pouvoir du grand écran qui faut encore comment je pourrais dire ça? Épurer plus nos émotions est encore plus vrai pour que ça passe. OK. Donc, il y a une recherche de ça. Puis au théâtre, si je veux faire pleurer des gens, il faut que j'aille toucher le plus de monde en étant dans le corps physique très grand, très ample, versus à la caméra, il faut que ce soit le même projectile pour toucher les gens, mais le plus petit possible. Fait que c'est vraiment c'est différent. Mais j'aime tout. C'est ça la phrase. J'aime le théâtre, j'aime la télévision, j'aime le grand écran. Mais je fais une recherche maintenant là, dans ma tête, comment... c'est quoi le grand écran? Il y a un pouvoir, le grand... Quand on est accroché à un film, là, j'essaie de trouver la façon, là, pourquoi que les gens sont touchés. C'est-tu juste le petit sourcil qui fait ça?
il y a plein de... Je suis dans une remise en question. On va se reparler éventuellement. Avec plaisir. D'ailleurs, avant de terminer, est-ce que tu peux nous raconter quelques souvenirs que tu as de ton tournage sur la comédie Menteur et ton rôle de France Gauthier qui a été bien apprécié par tout le monde dans ton rôle très physique à la Melissa McCarthy. J'imagine que ça a dû être un plaisir fou de jouer ça. Oui, mais tu vois, étrangement, dans ma vie personnelle, ça allait pas bien du tout. En tant que je jouais ce film-là, ça me dérange plus de le dire en ce moment parce qu'on est fait fort les humains. Ça allait pas bien. Fait que ça m'a fait du bien d'aller faire de la comédie quand que dans nos vies perso, c'est un peu plus plate. Et j'ai beaucoup improvisé avec... en fait, avec Émile Gaudreault, la chance et le luxe, surtout plus le luxe en caractère gras, de faire des répétitions. Et le rôle était écrit sur mesure pour moi. Donc, j'ai apporté énormément dans le sens j'ai apporté, dans le sens j'ai donné des idées. Mm-hmm. Et quand j'ai vu le décor, je sais, Menteur, là, ceux qui ont vu le film Menteur, là, se souviennent de mon petit, que je monte mes fesses dans le centre-ville de Montréal en dansant, là, que je danse. Là. Bon. Puis ça, quand j'ai vu le décor, puis le matin, j'ai regardé Émile, c'est sûr, je me monte les fesses dans le fenêtre. Puis ça arrive, puis il a fait, ben non, ben oui, c'est sûr. Je laisse-moi le faire, tu vas voir, tu le couperas au montage, tout. Mais c'est sûr qu'il l'a gardé, tu sais. Des fois, c'est comme, on a l'idée, des fois sur scène ou sur place, tu fais X, ça marche pas l'idée. Il faut toujours se réinventer. Puis Émile, il me faisait confiance, fait que c'est ça, c'est le fun. T'sais. Bien, merci beaucoup pour ta générosité pour cet entretien et bon succès au film. Yes, bye! Bye. Merci beaucoup, Geneviève. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode-ci. C'est toujours intéressant de parler à ceux qui sont impliqués dans le tournage des films, avoir un point de vue des comédiens, mais aussi des créateurs, du réalisateur. Donc on voit que c'est quand même quelque chose d'assez fastidieux de faire un film. Connaître quelques secrets de tournage aussi, mais on l'a abordé un peu, mais juste des processus d'audition, de la recherche de lieu de tournage. On revient souvent avec les journées de tournage qui sont des grosses heures, mais comme mentionnait Francis, c'est des années de préparation où c'est la différence entre 3 mois de préparation puis 1 an, tu peux aboutir puis avoir réfléchi ton idée puis avoir changé d'idée puis être convaincu que tu fais la bonne chose finalement. Donc, alors merci à tous ceux qui ont participé encore une fois, Francis Leclerc, Jade Charbonneau, Michel Delaurier, Geneviève Schmitt et Oscar Desgagnés pour leur temps et on espère vous retrouver prochainement pour une autre émission spéciale. Oui, c'est ça. Allez voir le film si ce n'est pas fait sur grand écran, profitez-en, c'est super beau, voilà, comme on l'a dit d'entrée de jeu. Et oui, on vous revient, vendredi pour un épisode traditionnel et le mois prochain ou peut-être avant, on aura un autre épisode spécial. Bon cinéma!